Yamtimba, je poursuis avec vous. À la suite du Dr Ndouma, on comprend clairement, d'ailleurs on l'a dit plusieurs fois sur ce plateau, les BRICS sont finalement une réelle menace pour le puissant dollar aujourd'hui. Et avec ce projet de monnaie, mais cette sortie également du président Donald Trump, même si le docteur Ndouma l'a dit, on ne peut pas imposer voilà, 100% de douane quand même à un principal partenaire ou fournisseur. Mais c'est une menace qu'il faudrait également quand même prendre au sérieux. Est-ce que les BRICS peuvent reculer, reporter le projet parce que les États-Unis peuvent également mettre quelque chose sur la balance? Les États-Unis vont mettre quoi? Et 900 bases militaires. Le président Poutine réagit à cette histoire en disant oui. Vous militarisez le dollar, vous avez militarisé le dollar, oui. Il ne nous reste qu'une seule chose, c'est de nous en sortir. Et je crois que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est les 300 milliards de dollars russes de réserve russes oui. qu'ils ont coqués. Oui. Personne n'a oublié le gel de plusieurs milliers de milliards de dollars de la Libye. Oui, oui. Qui seront un jour réclamés, oui. que vous le vouliez ou pas. Mais, entendons-nous, pourquoi le président Trump réagit-il de cette façon? Il faut comprendre quelle est l'importance du dollar dans le monde. Okay. Bon, je dis toujours depuis quelque temps, faisons attention, il risque d'arriver l'une ou l'autre chose à Donald Trump. Soit il va provoquer la troisième guerre mondiale, parce que les États-Unis seront dos au mur, lui qui n'a pas enclenché une nouvelle guerre la première fois qu'il a été à la Maison-Blanche. Il risque pour sauver les États-Unis dans la situation actuelle, tellement c'est pourri pour les États-Unis et pour le bloc occidental, de provoquer une troisième guerre mondiale. Ou alors, il pourrait devenir l'homme d'une paix universelle. Le problème, c'est que l'histoire nous enseigne qu'en 1820, on est passé de la prééminence du franc lourd, qui était la monnaie française, à la prééminence de la livre sterling après une guerre, les guerres napoléoniennes. Et que le dollar prend le pas sur la livre sterling à partir de 1920, après la Première Guerre mondiale. C'est l'histoire, ce n'est pas moi qui le dis. Donc, il faut que nous sachions que tout ce que nous disons là, nous tenons compte de ce qui s'est passé il y a 2 ou 3 siècles. Ensuite, nous devons savoir que cette prééminence du dollar aujourd'hui s'appuie, ou disons, si vous voulez, s'explique par 4 éléments fondamentaux qu'on appelle la dollarisation de l'économie mondiale. La première, c'est que c'est le dollar et ça s'est consolidé au moment de la première crise pétrolière de 1973, avec la création des pétrodollars. Toutes les commodités, toutes les ventes de pétrole, c'est de l'énergie. L'industrie, c'est de l'énergie transformée. Et l'énergie transformée, l'industrie, c'est de le développement économique. Le développement économique, ce n'est pas le bavardage. C'est de l'industrie, point. Et l'industrie, c'est de l'énergie transformée. Donc, vous avez la vente du pétrole et de toutes les autres commodités au niveau international, ça se fait en dollars. La deuxième chose, il expliquait tout à l'heure comment on constitue les réserves. Toutes vos réserves de change, vous achetez des dollars. Oui. La troisième chose, vous avez des accords commerciaux bilatéraux, ça se fait en dollars. La quatrième chose, tous les actifs financiers libellés au niveau international, c'est en dollars. Ça veut dire que tout ce que vous posez comme acte économique est en dollars au niveau international. C'est extrêmement grave parce que les Américains ont poussé le vice tellement loin d'avoir une loi qui dit que tous ceux qui utilisent le dollar sont assujettis aux juridictions américaines parce que le dollar est une propriété des États-Unis. Donc vous faites vos affaires entre le Cameroun et le Laos. Si vous demandez à la plupart des Camerounais, ils ne savent même pas où ça se trouve le Laos. Vous faites vos affaires, mais comme vous êtes obligé de libeller ça en dollars, les Américains ont un droit de regard dessus. Le simple fait que toutes vos affaires soient libellées en dollars d'ailleurs, donne aux États-Unis une plateforme de renseignement économique sans égal. Et cette plateforme de renseignements économiques permet de savoir, d'anticiper tous les coups que tous les États peuvent mener.
Vous voulez faire une guerre, vous envisagez une crise, vous ne voulez plus faire des affaires avec tel. Les Américains sont au courant. Et ça leur permet de savoir, vous faites du commerce avec qui? Pourquoi? Quels sont les délais ou quelles sont les durées des contrats? Quels sont les contenus des contrats? Quelles sont les conséquences et l'impact de tous les contrats? Au fond, ça donne aux Américains la capacité de savoir tout ce qui se passe dans le monde à tout moment grâce simplement au dollar. Et les Américains vont s'assurer que vous utilisez le dollar en mettant les bases militaires partout. Parce qu'ils doivent vous intimider. Les gens ont tendance à croire que nous sommes en 2024, on porte des cravates, on est dans un environnement où il y a de l'air conditionné, que nous avons cessé d'être des animaux. L'être humain est un animal. Et nous avons simplement affiné, rendu plus subtil les mécanismes de la vie naturelle que nous avons eus il y a des millions d'années. Nous avons l'impression que nous sommes très différents des lions là. Mais pas du tout. On fait exactement la même chose que les lions dans la brousse. Le problème, c'est que nous avons tous oublié quelque chose de fondamental. Le lion, quand il devient vieux, n'a plus de force. Il doit se cacher pour mourir. C'est simple que ça. Vous avez vu un documentaire sur un vieux lion? Il s'en va se cacher, mais imaginez quand il est tout jeune, ça rugit, ça fait trembler le monde. Hein? Mais malheureusement, quand il vieillit, ce n'est plus ça. Et les Américains ont du mal à se rendre compte que leur économie est vieillissante, que leur peuple est vieillissant et qu'il y a l'émergence de nouvelles jeunesses qui sont à la fois des jeunesses géopolitiques, des jeunesses économiques, des jeunesses démographiques, des jeunesses scientifiques, etc. Ce n'est pas parce que M. Trump va mettre 100% de droits de douane, rappelant, il ne faut pas qu'il ait les réactions d'un certain ministre français. Nous allons mettre l'économie russe à terre. On leur donne 2 semaines. Parce qu'à l'époque, ils croyaient que les Russes avaient un PIB de 1860 $, légèrement au-dessus de celui de l'Espagne, qui était de 1590 milliards de dollars, et que les Russes ils croyaient qu'ils avaient 1860 milliards de dollars de PIB, et ils disaient non, on va les mettre à terre. Après, ils découvrent que ces gars-là, ils sont quand même la 4e économie du monde, c'est-à-dire au-dessus de l'Allemagne, qui est le pays le plus important de l'Union européenne. Et ils sont ahuris et ils se constatent qu'aujourd'hui, d'ailleurs, l'économie russe se porte bien, la leur est en déclin. Je crois qu'en fait, ce à quoi nous faisons face, il faut que M. Trump se calme. Il est... Dr Ndouma le préfère. C'est vrai qu'entre la peste et le choléra, on ne sait pas trop. Mais on dit chez nous, la peste ou le choléra, je préfère être édenté. Parce que si je suis édenté, c'est un proverbe de chez nous. Je préfère être édenté. Pourquoi? La peste, je vais mourir. Le choléra, je vais mourir. Édenté, je serai quand même encore là. Les Américains, ce n'est pas la bonne chose à faire, je crois. Parce que s'il va dans ce sens, sur le plan économique, je vais mettre 10%. Bon, l'immigration, les drogues, bon, 10% passe. Si je mets 100%, vous faites 100% sur les 9 premières, les 9 économies qui forment les BRICS+. Ces gens-là, c'est 50% à peu près de la population mondiale. C'est 38% du PIB mondial. Ces gens-là, c'est 65% des installations industrielles dans le monde. Ces gars-là, c'est 50% de la croissance mondiale. Mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Est-ce que vous avez pris en compte ces éléments stratégiques qui devraient vous amener à vous calmer un peu? Il faut vous calmer. Donc, je crois que, tenant compte de ces éléments-là, le président américain doit se calmer. C'est un négociateur. Il n'est pas devenu le big businessman qu'il est en faisant ce qu'il fait là. Il ne faut pas que la politique le change. Il faut qu'il sache que la clé, c'est la négociation. Aujourd'hui, la négociation ne porte plus sur le leadership américain. C'est perdu. C'est perdu et définitivement perdu. La négociation porte sur la survie des États-Unis. À lui de voir. Il veut la survie des États-Unis ou il veut autre chose. Parce qu'il y a un risque aux États-Unis. Et il faut faire attention à ça. Si l'économie américaine continue à se dégrader, vous savez qu'il y a beaucoup d'appels à la sécession aux États-Unis. La Californie, le Texas, etc., etc. Et je crois que les États-Unis, le problème que nous avons au niveau international, c'est qu'on ne fait pas souvent attention à ces éléments de politique intérieure américaine. Les États-Unis doivent faire très attention à ça, parce que ce dont ils ont besoin, c'est de maintenir au moins leur territoire uni,
Et c'est de s'assurer que dans la situation actuelle et d'être lucide sur le fait que dans la situation actuelle, la question n'est pas celle du leadership mondial américain, c'est perdu. Le monde entier, la perception que le monde entier a, c'est que la plus grande puissance militaire aujourd'hui, c'est la Russie. Puisque la Russie résiste à 34 pays de l'OTAN en Ukraine et les a battus. Parce que là, on ne parle même plus de... les a battus. Lorsque les gars parlent d'un missile comme l'Oreshnik, les gens, c'est quand il est tombé qu'on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui a été tiré. Et quand ils prennent les débris, ils ne savent pas ce que c'est. Ils disent que c'est un missile intercontinental, machin, tout ça. Ah oui, c'était pas ça. C'est terrible. C'est une humiliation terrible. Et la preuve, on ne vous a jamais montré les images du site sur lequel le missile est tombé. Oui. Destruction totale. Parce que les Russes disent que quand ce truc-là tombe, c'est la poussière à des kilomètres à la ronde. Ce qui veut dire que la perception mondiale de la puissance de la Russie est telle que les gens pensent que c'est la première puissance militaire dans le monde. Il ne faut pas s'amuser avec ça. La perception que les gens ont de quelque chose détermine définitivement leur attitude économique. Si les Africains pensent que les Russes sont la première puissance militaire dans le monde aujourd'hui, en tout cas la puissance la plus susceptible de gagner une guerre et de les protéger, vous ne pouvez pas du tout vous ne pouvez pas imaginer que leur attitude économique sera déterminée par autre chose. Ils seront plus prêts à aller vers les Russes qu'à aller vers vous. Et lorsqu'ils regardent la défaite cuisante de l'Occident en Ukraine, eh bien, vous avez 1,5 milliard de consommateurs en Afrique qui pensent que le chemin, ce n'est plus l'Europe, ce n'est plus l'Amérique du Nord. Et c'est la même perception qu'on a en Asie. La grande Asie, c'est 3,8 milliards d'habitants. Quand vous prenez 3,8 milliards d'habitants qui pensent que le grand frère russe en haut et l'aîné chinois à côté, ce sont eux qui sont les patrons du monde, vous ne criez plus, vous ne grondez plus personne. Vous vous taisez et vous essayez de vous demander, nous qui représentons le G7, 6% de la population mondiale, 480 millions d'habitants, qu'est-ce qu'on fait? Par quel angle pourrons-nous commencer à négocier avec le reste du monde? Plus vite les Américains se résoudront à ça, parce qu'il faut tenir compte dans mon analyse de ce que le docteur Ndouma a d'abord dit. Parce que je n'ai pas besoin de le répéter, c'est pris en compte dans chaque mot que je prononce. Plus vite ils décideront d'aller négocier, plus vite les questions, si vous voulez, monétaires, ne vont pas emporter les États-Unis. Les gens ont tendance à oublier, je reviens sur l'histoire. Vous voyez les Pays-Bas, les Américains disent qu'ils sont puissants, mais ça n'a pas de commune mesure avec la puissance qu'avait la Hollande à l'époque. Et leur monnaie qui s'appelait la tulipe, vous connaissez la fleur, mais c'était la grande monnaie, une spéculation. Elle est tombée et la Hollande est rentrée dans l'oubli. Les Américains, là, je pense que nous, les Africains, on les plaint parce qu'il y a 20% de nos compatriotes africains qui vivent là-bas. Et nous nous disons, il ne faut quand même pas qu'ils tombent dans plus de misère que dans celles dans lesquelles la société américaine les a relégués. Que le président Trump arrête les histoires de je vais mettre 100% de droits de douane. D'abord, si vous mettez 100% de droits de douane dans un pays où, en réalité, je crois que 40% à peu près des importations américaines viennent de Chine, mais comment va vivre votre population? Parce qu'en plus, les 50% d'Américains les moins riches ou les plus pauvres, eux, ils ont besoin de ces importations chinoises pour survivre. Je n'ai pas dit vivre, pour survivre. Donc, vous avez 360 millions d'habitants. La vie de 180 millions dépend de ce qui est fabriqué en Asie. Dépend au quotidien. Si vous entrez chez eux, il n'y a rien qui est fabriqué aux États-Unis. Tout a été fabriqué en Asie. Comment vous faites pour mettre 100% de droits de douane dessus alors que vous n'avez même pas de moyens pour pouvoir gérer ça vous-même? Donc, vraiment, c'est là où il apparaît clairement que les rapports géopolitiques aujourd'hui sont des rapports qui sont plus ou moins à égalité. La fameuse dissuasion française qui se basait sur le nucléaire, nous constatons que la vraie dissuasion aujourd'hui, elle est économique. Et donc, les Américains doivent prendre la peine de négocier. Et c'est pour ça que beaucoup d'Africains pensent que Trump est un bon parti, parce que c'est un homme d'affaires. Et ils se disent, bon, lui, il sait comment on négocie, il ne va pas aller dans la brutalité.
Parce qu'en réalité, le fait que vous n'êtes jamais plus fort que les autres. Hein. Vous pouvez, quelqu'un qui n'a manifestement pas de foi peut vous faire tellement de mal, vous vous demandez comment c'est arrivé. Donc, que les Américains négocient, la dédollarisation est en cours. Je crois qu'aujourd'hui, le dollar, c'est à peu près 50% des réserves de change dans le monde. Et avec les nouvelles annonces quotidiennes de pays qui vont commercer avec leur propre monnaie nationale, ça va tomber. On pense d'ailleurs que le PIB du G7, qui est aujourd'hui à peu près de 27% du PIB mondial, d'ici 2030, va tomber autour de 20-22. Je ne crois pas que c'est avec ça que Trump va aller en guerre contre le reste du monde qui a 40% du PIB mondial et qui d'ici 2030 pourra avoir 60% de la population mondiale, donc 60% de consommateurs, le vrai marché que tout le monde vise. Merci.